Bonjour à tous, bonjour à tous. Je suis content de revenir, ça faisait longtemps. J'en suis désolé si cette coupure vous a paru un peu brusque. Attendez, je remets le setup. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de mettre en scène un petit peu un truc, un petit cocon. Parce que c'est ça l'ADN de cette chaîne, c'est qu'on se retrouve tous sous la couette à se lire des petites histoires. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous amusez bien, ou que vous soyez à l'autre bout du monde, en Mauritanie par exemple. Est-ce est-ce que tout va bien? C'est dur de connecter avec ces abonnés qui sont un petit peu loin. Mais c'est ça qui est bien avec notre époque, c'est qu'aujourd'hui on peut faire ce genre de contenu et avoir l'impression que la personne elle est un peu avec nous. Elle est un peu avec nous même si elle est loin. J'espère que je suis avec vous. J'espère que je suis avec vous et que je suis de bonne compagnie, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai essayé de mettre le paquet un petit peu, j'ai mis des petites fleurs. Elles sont fausses, mais elles sont belles. Comme un peu vous, en fait. Parce que vous êtes faux, parce que je suis devant un téléphone. Mais vous êtes beaux, vous êtes des belles personnes, j'imagine. Euh, Attendez que 2 petites minutes, s'il vous plaît. À l'occasion, je vais sans doute engager du personnel. Euh, donc des gens qui pourront me tenir le livre lorsque je lirai, par exemple, ou pour qu'il y ait un peu plus de confort pour moi et que ça soit plus fluide aussi pour vous. Euh, Parce que je sais que des fois je bouge et ça peut être très désagréable. Euh, Surtout avec cette nouvelle caméra que j'ai acheté très cher. Euh, on a l'occasion aujourd'hui, c'est une nouveauté dans ma chaîne, c'est on filme en 4K 5D. Donc j'espère que, dites-moi en commentaire comment ça vit, ça vient, ça va. Et donc voilà, c'est vrai que je m'attendais pas à cette percée dans la sphère d'internet, notamment dans une sphère aussi niche que ça, la sphère de Françoise Dolto. Mais ça a bien marché. Ça a bien marché et aujourd'hui, j'ai les moyens de vous proposer des choses plus qualitatives. Donc voilà, je vais sans doute engager quelqu'un qui va me tenir le livre. J'aurai sans doute quelqu'un qui a comment on appelle ça, vous savez quand c'est le narrateur qui parle, et ben j'engagerai le narrateur. Je vais essayer de prendre le narrateur. Je vais essayer de prendre l'écrivain du livre que je lirai pour qu'il me lise les moments où c'est le narrateur qui parle et non les personnages, d'accord? Donc ça, c'est en gros, ça va se profiler, ça va pas être tout de suite. Je suis en contact aussi avec Verlaine. Il m'a dit qu'il adorait ce que je faisais et que qu'un de ces quatre, ça lui plairait sans doute de venir ne serait-ce que discuter. Peut possiblement faire un projet avec moi. Mais enfin bon, on n'y est pas, mais on s'y approche quand même. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi par contre, je suis aussi en train de louer une villa dans en Irlande. Comme ça, il n'y aura pas de bruit de moto et ce sera beaucoup plus paisible pour vous. Parce que là, j'ose espérer que c'est moi qui vous disais
que l'objectif c'était de faire comme si on était tous dans le même lit en train de se faire des histoires, bah là ça marche pas bien parce qu'il y a des motos. Il n'y a pas de moto dans le lit que je rêve pour nous, d'accord? Je rêve de nous, je rêve de la vie qu'on pourrait avoir ensemble. Je rêve de tout ça. Et comme j'ai dit, que vous soyez n'importe où dans le monde, en Mauritanie par exemple, je rêve d'une vie avec vous. Donc aujourd'hui on va, on va reprendre le livre Lorsque l'enfant paraît de Françoise Dolto. Et nous sommes au chapitre Lorsque le père s'en va. Lorsque le père s'en va. J'espère que vous êtes prêts, je finis juste ça, et après j'attaque. Mais c'est le moment aussi de discuter, voilà, je vais un peu présenter les objectifs futurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que sont vos objectifs dans la vie. Je répondrai. Encore une fois, chacun a son fil d'Ariane, comme on dit, qui nous fait sortir de nos labyrinthes respectifs. Moi, mon fil, c'est toi, c'est vous, d'accord? Mais voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Parce que ça va partir. C'est parti. Lorsque le père s'en va. Lorsqu'un enfant arrive, on a tendance à considérer que des relations privilégiées s'établissent d'abord avec la mère, que l'enfant s'identifie plus à la mère qu'au père. Souvent, dès que le père s'en va, pour quelques jours ou quelques semaines, lorsqu'il revient, l'enfant ne l'accepte pas, ou plutôt le boude. Et le père en a alors du dépit. Oui, il faut d'abord comprendre que le temps n'est pas la même pour un enfant que pour un adulte. 2 jours, 3 jours pour un enfant, ce sont 2 semaines, 3 semaines. C'est très long. 2 jours, c'est très long 2 jours. D'abord, quand le père s'en va, il faut qu'il prévienne l'enfant et surtout qu'il lui dise « Je penserai à toi ». Il faut aussi que la mère parle du père qui est parti, pour que le père continue d'exister dans la parole de la mère. Et il ne faut pas que les pères s'étonnent à leur retour si l'enfant leur fait grise mine ou paraît indifférent. Qu'il ne manifeste aucun dépit, qu'il se comporte naturellement. Bonjour, bonjour ma fille, bonjour ma femme. Au bout de très peu de temps, l'enfant reviendra, tournera autour du papa. Il ne faut pas non plus se jeter sur l'enfant pour l'embrasser. Les parents ne le savent pas, mais avant 3 ans, l'enfant ne ressent pas ces embrassades comme quelque chose de bon, en ce sens qu'il ne sait pas jusqu'où on va aller. D'autant plus qu'il l'aime très fort et qu'aimer lorsqu'on est petit se manifeste par mettre ce qu'on aime en bouche. La dévoration, signe d'amour, est bien près du cannibalisme auquel un tabou fait place avec le sevrage. Les parents croient qu'en l'embrassant, ils prouvent leur amour et que l'enfant, en les embrassant, leur prouve le sien. Ce n'est pas vrai, ou plutôt c'est un rituel qu'on lui impose, qu'il subit, qu'il ne prouve rien. L'enfant prouve son amour en amenant ses jouets à son père, en grimpant sur ses genoux, en lui donnant sa poupée. Alors, à ce moment-là, que le papa ou la maman qui a été absent lui parle de sa personne. Alors, à ce moment-là, que le papa ou la maman qui a été absent lui parle et de sa personne. Je suis content de te retrouver et de cet objet qu'il vient d'apporter. Ah, mais il est joli, c'est joli ce que tu m'apportes là. Tout sera arrangé parce que l'objet qui l'intéresse intéresse également le papa. À propos des séparations temporaires, nous avons beaucoup de lettres de parents qui voyagent par nécessité, des routiers, des représentants, des journalistes de radio et de télévision. Tous se demandent si ce n'est pas un grand drame dans la vie d'un enfant d'être constamment séparé de son père.
Certains envisagent même de changer de métier. Comment l'enfant vit-il cette séparation? Tout dépend de la manière dont on lui parle. Si le père lui explique ce qu'il fait quand il n'est pas là, s'il raconte à son enfant, même si l'enfant n'a pas l'air de le comprendre, qu'il conduit un camion, qu'il fait de la télévision, ou qu'il est représentant, ou toute autre activité professionnelle, d'une façon vivante, avec des mots simples, cela restera dans les oreilles de l'enfant. Et puis, c'est à la mère aussi, quand le père n'est pas là, de rappeler aux enfants leur père qui travaille, qui pense à eux, qui va bientôt revenir. Lorsqu'ils sont assez grands, on peut leur montrer le calendrier. Tu vois, ce jour-là, il va revenir. Qu'est-ce que tu vas faire pour ton papa? Tu vas faire un beau dessin? Il en sera content. On doit parler du père quand il n'est pas là. Au bout de la troisième ou quatrième absence, un enfant est conscient à partir de 12, 14 ou 18 mois. L'enfant conscient saura très bien que lorsque le père s'en va, il reviendra. Et que, pendant son absence, tout le monde pense à lui, puisqu'on parle de lui. Autre chose importante, il ne faut pas faire croire à l'enfant, surtout quand il devient un peu brouillon, difficile, opposant à la mère, coléreux, ce qui arrive entre 18 et 22 mois. Donc il ne faut surtout pas... Il ne, attends, pardon. Il ne faut pas faire croire à l'enfant que le père, à son retour, fera le gendarme. Que la mère ne dise surtout pas « je le dirai à ton père ». Ce serait très très maladroit, parce que ainsi, l'enfant accumule des tas de petits sentiments de culpabilité qu'il associe à la pensée du retour du père. Et ce sentiment de malaise ternit la joie du retour. Il ne s'agit pas non plus d'exclure le père, sous prétexte qu'il est absent. Des enfants plus grands demandent parfois à leur mère de ne pas dire à leur père telle action dont ils sont peu fiers. S'il s'agit de bêtises peu importantes ou de difficultés caractérielles qui visaient un autre enfant ou la mère, elle sera bientôt... Pardon. S'il s'agit de bêtises peu importantes ou de difficultés caractérielles qui visaient un autre enfant ou la mère, elle sera bien avisée de répondre « Bien sûr que non, tu sais que tu as eu tort, tu ne l'aurais sans doute pas fait si ton père avait été là, je ne vais pas l'ennuyer avec ces choses d'enfant. » Si au contraire il s'agit d'un événement sérieux pour lequel la mère a besoin de référer au père, elle ne doit pas mentir à l'enfant, mais pas non plus le menacer de parler au père comme s'il s'agissait d'en appeler à la force punitive. Aider l'enfant à considérer son père est comme un auxiliaire de bons conseils pour elle, et comme responsable avec elle des moyens à prendre pour aider l'enfant à dépasser ses difficultés. Bref, l'important, quand le père est absent, et pour tous les enfants, quel que soit leur âge, est d'entretenir la pensée de sa présence et la confiance en lui. Nouveau chapitre. Qu'est-ce qui est juste? Énervement et caprice. Une mère nous dit que, depuis la naissance de son premier bébé, elle est persuadée de la nécessité d'écouter, de comprendre, de dialoguer. Cependant, elle écrit ceci. La vie n'est pas simple, il y a la fatigue, l'énervement et des situations où j'ai tendance à perdre mon self-control devant mon enfant. Voici sa question. Pensez-vous que ces moments de non-contrôle qui arrivent à toute mère soient mauvais pour l'enfant? Il s'agit là surtout du caractère de la mère. Elle ne va pas changer de caractère sous prétexte que l'enfant est là. Si un enfant énerve quelquefois sa mère, il faut lui dire « Tu vois, je suis énervé aujourd'hui ». L'enfant comprendra, très vite. Il a l'intuition de ce qui se passe. Après un moment de colère, il faut lui dire « Tu vois, j'étais énervé. Ce qu'il ne faut surtout pas faire après un tel moment, c'est l'embrasser pour effacer le mauvais moment. Il faut lui parler d'une voix plus douce et rire avec lui. En tout cas, ne pas lui faire, à lui seul, grief d'un énervement venu d'elle. L'embrasser ne servira à rien. L'enfant ne comprendra pas une brusquerie suivie d'une embrassade. Parler est toujours préférable en poigne, que ce soit de colère ou de tendresse, lesquelles sont plus animales qu'humaines. L'autre question de la même mère, croyez-vous qu'une mère qui vient de faire une erreur et qui accepte de montrer à l'enfant qu'elle a fait une erreur, sorte grandie aux yeux de l'enfant? Elle s'interroge donc sur le jugement que portera l'enfant sur elle-même. A priori, pour l'enfant, ce que fait sa mère, c'est toujours bien. Cependant, la mère ne doit pas s'étonner si à l'âge de 2-3 ans, son enfant a, lui aussi, quelquefois une petite saute d'humeur et des mots désagréables. Elle rira et lui dira « Eh bien, tu t'énerves, comme moi, de temps en temps. » Selon vous, ce n'est donc pas une erreur de la part d'un adulte de reconnaître son énervement passager devant l'enfant? Pas du tout. Il ne doit pas lui dire « J'ai eu tort, mais j'ai été énervé ». La mère peut ajouter « Excuse-moi ». L'enfant ne demande que ça.
toujours d'excuser ses parents. Là-dessus, j'ai apporté un témoignage à la fois humoristique et profond. C'est une dame qui vous écrit. J'ai un fils qui a maintenant 13 ans. Lorsqu'il avait 5 ou 6 ans, comme je le disputais, je le corrigeais pour une bêtise, il s'est mis à rire aux éclats. Moi, bien sûr, j'étais pas au paroxysme de la colère. Je l'aurais volontiers étripé. Puis, je me suis calmé. Au bout d'un moment, on s'est assis sur le lit. Je lui ai demandé pourquoi il s'était mis à rire aux éclats. Il m'a dit: Maman, si tu pouvais te voir toi-même quand tu es en colère, tu serais la première à rire. De fait, je crois qu'on ne doit pas être très jojo lors de ces exhibitions. Aussi, à présent, maintenant qu'il a 13 ans, lorsque je veux lui administrer une correction, je lui dis: Viens avec moi, il est temps d'aller devant une glace. Et la colère s'amenuise. Nous rions tous les deux. Ils sont arrivés à mettre de l'humour dans leur tension, c'est très bien. En somme, il y a là un enfant qui a aidé sa mère à surmonter ses colères. Une autre lettre prend un petit peu le contre-pied de ce que vous aviez expliqué. Comment agir envers un cadet jaloux de son aîné? J'ai 3 enfants, 2 filles de 12 et 9 ans et un garçon de 3 ans. Or, la fille qui a 9 ans est toujours jalouse de ce que fait, de ce que dit ou de ce que reçoit son aîné. Et je vous assure que je fais l'impossible pour être toujours équitable. Pourtant, cet enfant n'est jamais contente. Comme elle est hypersensible, la moindre contrariété tourne au drame, avec cris, larmes, colère. Elle prétend alors qu'on ne l'aime pas assez, qu'elle va s'en aller, et comme elle est très indépendante, obéir représente pour elle une grosse difficulté. Comment faire? Il est certain que cette petite-là est dans une situation difficile. Elle est la seconde et du même sexe que l'aînée. Son désir à elle est donc de vouloir toujours égaler l'aîné. Quand le petit frère est né, le premier garçon, il a été pour les parents comme un vrai nouvel enfant. Car un deuxième du même sexe n'est en quelque sorte qu'une répétition du connu. Je crois que c'est surtout depuis la naissance du petit frère que la jalousie est devenue douloureuse pour cette fille. La mère se trompe en essayant de tout faire pour qu'il y ait équité. Il n'y a pas de justice pour l'enfant. Tout est injuste à ses yeux. Quand il n'a pas tout, tout est injuste à ses yeux quand il n'a pas tout. La mère ferait beaucoup mieux de dire: C'est vrai, tu as raison, je suis injuste, je suis très injuste. Peut-être es-tu malheureuse d'être dans cette famille. Que la mère parle à cet enfant toute seule, pas devant son aîné ni devant son petit frère. Peut-être que le père et la mère ensemble d'ailleurs pourraient lui parler et lui dire: Si vraiment tu es trop malheureuse, eh bien, nous allons voir avec ton père si nous pouvons faire le sacrifice de te mettre en pension. Ce sera un gros sacrifice d'argent pour nous, mais si vraiment tu y étais plus heureuse, eh bien, nous allons y penser. Qu'elle ne cherche pas à être juste, car le monde lui-même n'est pas juste. On peut d'ailleurs donner à l'enfant un autre exemple. Tu sais, il y a des pays où il y a toujours du soleil. Il y en a d'autres où il pleut tout le temps. Toi, peut-être, tu voudrais être ailleurs. Tu n'es pas contente. Et puis surtout souligner tout ce qui est différent entre elle et sa sœur. C'est surtout en soulignant les différences entre les enfants qu'on les aide à s'identifier eux-mêmes et non pas à un autre. Mettre aussi en évidence toutes ses qualités. Quand par exemple on doit acheter une robe ou un ruban, une petite chose, que la mère parle tout bas à chacune afin que sa sœur n'entende pas, lui demande à l'oreille quelle couleur elle voudrait, qu'elle encourage chacune à réfléchir à son propre goût, à lui dire son choix. Sinon l'enfant, la seconde, croit que ce que prend l'aîné, c'est bien ou que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est une enfant trop dépendante et qui en souffre beaucoup. Elle joue seulement l'indépendante, mais ce n'est pas vrai. La dépendance, comme la jalousie, provient du sentiment imaginaire d'une moindre valeur. C'est le rôle de la mère de donner valeur personnelle à chacun de ses enfants. Il est douloureux d'envier un autre, inimitable toujours. C'est là une situation courante chez les enfants. Oui, mais ici surtout parce que l'enfant sent que cela fait de la peine à sa maman. Celle-ci nomme la jalousie un défaut, ce n'en est pas un. C'est une souffrance qui demande compassion et amour de la part de la mère. C'est une étape normale, inévitable du développement, entre enfants d'âge rapproché. Est-ce grave? Je ne sais pas si c'est grave ou pas, je ne le pense pas. Cela doit venir de ce que la mère je ne le pense pas. Cela doit venir de ce que la mère souffre de la souffrance de sa fille, alors que si elle l'aidait en mettant des mots sur sa souffrance, l'enfant se sentirait déjà comprise. Mais je le répète, il ne faut pas parler à cet enfant devant son frère ou devant sa sœur. Je ne suis pas sûr que ce ne soit pas le résultat d'une certaine jalousie de l'aîné sur la petite.
Mon conseil, c'est de ne pas essayer d'être juste, mais tout simplement d'aider la seconde en lui parlant franchement. Sans cela, l'enfant ne saura plus de quoi se plaindre. Une dame nous dit: j'ai une petite fille de 5 ans dont les réactions me laissent parfois perplexe. Quelle attitude prendre devant cette petite fille qui me tape ou fait semblant de me taper lorsque je lui donne un ordre ou que je lui refuse quelque chose? Cela n'arrive évidemment que si elle est de mauvaise humeur. Et elle ajoute qu'elle a tout essayé: l'indifférence, l'ironie, la fureur. Croyez-vous qu'il s'agisse d'une grand-mère ou d'une mère? C'est justement la question que je me posais. Alors, supposons que c'est la mère. Ça se passe quand elles sont seules ou quand il y a d'autres personnes? Elle ne le dit pas. Avançons quand même, j'ai tout essayé. L'indifférence, la fureur. Et quoi d'autre? L'ironie. L'ironie, je crois que finalement, elles sont entrées dans une sorte de jeu, qui va être celle qui commandera à l'autre. Qui va être celle qui commandera à l'autre? Ce doit être une petite fille intelligente, car ce n'est pas du tout la même chose de faire semblant et de taper vraiment. Faire semblant, c'est dire: attention, attention, c'est moi qui commande, ce n'est pas toi. Quand elle tape pour de vrai, c'est peut-être parce qu'elle est énervée. Je crois que quand l'enfant tape pour de vrai, la mère doit lui dire: écoute, je te dis des choses qui ne te plaisent pas, mais je fais ce que je peux. Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à pas venir me voir. Écoute, je te dis des choses qui ne te plaisent pas, mais je fais ce que je peux. Si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à pas venir me voir. Tu n'as qu'à rester dans ta chambre, dans ton coin. Mais si tu es bien près de moi, je te dis ce que je pense. Je crois qu'il faut parler avec cet enfant et non pas jouer à être vexé, fâché ou n'importe quoi. Il faut aussi rire avec elle. Tiens, ta main veut me taper. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Parce que l'enfant peut avoir des réactions de main ou de pied qui lui échappent complètement. Ça paraît curieux, mais il faut lui dire: tiens, cette main, pourquoi est-ce qu'elle veut me taper? Parce que moi, j'ai dit quelque chose qui ne te plaît pas? Mais toi, tu me dis aussi quelquefois des choses qui ne me plaisent pas. Est-ce que je tape, moi? Ou, si elle a un nounours, eh bien, tiens, là, tape ce que tu m'as donné. Je te le rends à ton nounours. Et le nounours, qu'est-ce qu'il en dit? Il faut arriver à mettre cela dans un jeu. J'ai l'impression qu'en fait, cette petite fille veut surtout que sa grand-mère ou sa mère s'occupe d'elle, et uniquement d'elle. Malheureusement, on ne nous dit pas ce qui se passe en public ou si c'est un jeu d'intimité. J'ai l'impression que là, blablabla. J'ai l'impression que cela se passe aussi bien en public, puisque la maman ou la grand-mère écrit: j'ai tout essayé, un petit peu en fonction de l'entourage. Alors, ou bien elle a pris des conseils autour d'elle, ou bien cela s'est déroulé devant des témoins. Cela pose un autre problème. Notre correspondante ne me dit pas non plus si elle a l'habitude de taper souvent sur cet enfant, ou si, quand l'enfant était petite, elle avait une gardienne qui la tapait. Les enfants prennent des habitudes des grandes personnes, surtout quand ils sont petits. Celles-ci trouvent très malin de prendre, celles-ci trouvent très malin de prendre, emprunter le langage des grands. On est là toujours très étonné. Souvent, on entend des parents qui parlent d'une voix brusque aux enfants quand ils sont petits. Tais-toi, touche pas à ça, etc. Et puis ils sont tous surpris lorsque l'enfant commence à se sentir lui-même une petite personne, qu'il fasse pareil. Et la fessée, ça dépend. Pensez-vous d'une manière générale que l'attitude qui veut qu'on retourne Pensez-vous d'une manière générale que l'attitude qui veut qu'on retourne Pensez-vous d'une manière générale que l'attitude qui veut qu'on retourne une paire de claques Pensez-vous d'une manière générale que l'attitude qui veut qu'on retourne une paire de claques? Les mères, quand elles étaient petites, ont reçu parfois des fessées qu'elles ont trouvées très bien. Pourquoi en priver les enfants? Alors, pardon. Les mères, quand elles étaient petites, ont reçu parfois des fessées qu'elles ont trouvées très bien. Pourquoi en priver les enfants alors? Elles font ce qu'on a fait pour elles,
il y a des enfants qui y sont très sensibles. Si on ne leur donne pas une fessée de temps en temps, ils croient qu'ils ne sont pas aimés. Cela dépend du style de la maman. On ne peut absolument pas dire que cela soit bon ou mauvais. C'est tout un ensemble, la fessée. Mais cela ne vous choque pas? Non, je crois que, si on le peut, il faut éviter tout ce qui est humiliation pour l'enfant. Il ne faut jamais l'humilier. Cela est destructeur. Que ce soit moquerie ou fâcherie. À part le fait qu'elle calme l'adulte et parfois l'enfant sur le moment, la fessée a chance d'être nuisible à long terme. Et le long terme, c'est bien le but de l'éducation. En tout cas, si le père ou la mère veulent sévir avec leur enfant de la sorte, que cela ne se fasse jamais en public. On le prend à part, dans sa chambre, et on le gronde. Si la maman a de l'énervement au bout des mains, que voulez-vous? On ne peut pas l'empêcher. Cela ne veut pas dire que ce soit une mauvaise mère. Il y a des mères qui ne touchent jamais à leurs enfants et qui sont en parole et en comportement beaucoup plus agressives, voire sadiques, qu'en donnant une fessée. Il faut savoir que c'est un signe de faiblesse de la part des parents, de faiblesse de leur self-control, comme on nous l'écrit très justement ici. C'est donc un mauvais exemple que donne l'adulte. Un adulte qui parle avec brusquerie et agressivité, qui agit avec violence et s'abandonne à des explosions caractérielles vis-à-vis de son enfant, ne doit pas s'étonner, quelques mois ou un an après, de voir cet enfant parler et agir de même avec de plus faibles que lui. Je le répète, pour tout enfant jeune, ce que l'adulte fait est vu comme bien, aveuglément si j'ose dire. Et l'enfant l'imitera tôt ou tard, tant à l'égard de l'adulte même qu'à l'égard des autres enfants. En tout cas, pour reparler de la fessée, quand l'adulte, par manque de self-control, ne peut s'en empêcher, que cela ne soit jamais en se donnant l'excuse facile qu'il agit ainsi en éducateur, parce que c'est faux. Et au moins que cela ne soit jamais à retardement. Ce soir ou samedi, je te donnerai ta fessée. Il s'agit alors d'une attitude perverse, jouissive pour l'adulte, donc pervertissante pour l'enfant, humiliante pour les deux, et anti-éducative. L'enfant, s'il craint l'adulte, perd son estime pour celui-ci rapidement et le juge comme ce qu'il est, un être faible, incapable de se maîtriser, ou pire, sadique à froid. Nouveau chapitre. J'espère qu'on entend bien. J'espère que vous comprenez bien. J'espère que tout va bien. Nouveau chapitre. À propos de propreté. J'ai devant moi, cette fois-ci, un témoignage. Je résume cette longue lettre qui vient d'une mère de 5 enfants, l'aînée a 10 ans et la dernière 25 mois. En fait, le problème est celui de l'apprentissage de la propreté par les enfants. Cette mère a profité de ses 5 enfants pour faire 5 expériences différentes. C'est-à-dire, pour le premier enfant, elle lui a présenté très souvent le pot, l'a grondé quand il salissait ses couches ou refusait d'aller sur le pot. Pour le deuxième, 3 petits points. Oui, mais à partir de quand? Elle ne le dit pas? Je crois qu'elle le dit, mais alors il faudrait vraiment prendre la lettre tout à fait dans le détail. Il s'agit surtout de l'aîné, les autres s'élèvent par identification. Voilà, je suis mère de 5 enfants que j'ai eu assez rapprochés, l'aîné ayant 10 ans et le dernier 25 mois. Entre mes 2 premiers enfants, il y avait juste un an d'écart. Comme beaucoup de mères, j'avais hâte de voir mon premier garçon propre, surtout que sa petite sœur le suivait de près. Aussi me suis-je acharné à lui présenter le pot le plus souvent possible, parfois toutes les heures. Le grondant lorsqu'il n'y avait pas de résultat, le grondant aussi parce qu'il salissait ses couches. Après un an d'effort, il était devenu propre, à 2 ans pile le jour et à 2 ans et demi la nuit. Donc, pas de quoi être glorieux, dit-elle. Voilà donc pour le premier enfant. Ensuite, elle a interverti un peu le système. Elle a présenté le pot, mais sans gronder, ou elle a grondé sans présenter le pot, etc. jusqu'au dernier. Enfin, le cinquième, pour qui liberté totale, elle ne lui a jamais présenté le pot. Sa conclusion est la suivante. Tous ses enfants ont été propres le jour à 2 ans et la nuit à 2 ans et demi. C'est très amusant et instructif. Merci à cette mère de son témoignage. Et elle ajoute, je pense qu'il est inutile de vouloir à tout prix que son enfant devienne propre.
Je crois que cela va consoler beaucoup de mères qui se font une bile noire parce que leur enfant n'est pas propre. Je dois dire aussi qu'elle a eu de la chance que l'aîné n'ait pas continué à faire pipi au lit. Elle a commencé à l'instruire trop tôt. C'est aux environs de 2 ans, à partir du moment où un enfant est capable de monter et descendre une échelle tout seul, une échelle de ménage, jusqu'à la dernière marche à laquelle il s'accroche avec ses mains. Eh bien, c'est à ce moment-là que son système nerveux est constitué et qu'il peut donc être propre, s'il est attentif. Avant, il ne le peut pas. Cette mère a eu un autre enfant, 1 an après. Je crois que l'aîné a dû prendre l'intérêt que portait sa maman à son derrière, comme une chose très agréable. Grâce à ça, elle s'occupait de lui tout à fait spécialement. Je crois que c'est assez malin ce qu'elle a fait, sans le savoir pour l'aîné qui, de la sorte, a continué d'accaparer l'attention maternelle après la naissance du second. Les autres enfants s'élèvent par identification à l'aîné. Ils veulent tout faire aussi bien que l'aîné, aussitôt qu'ils le peuvent. Bien sûr, ils ne le peuvent pas plus tôt le jour que ils ne le peuvent pas plus tôt le jour que environ 20 et 21 mois chez les filles et 23 mois chez les garçons. Les garçons deviennent propres plus tard que les filles, mais se pose une question. Cet aîné ne serait-il pas un peu plus perfectionniste, moins libre, moins souple de ses mouvements que les autres? Sinon, c'est parfait. Toutefois, c'est vraiment dommage de perdre tant de temps avec le pot de chambre alors que tant d'autres choses sont à faire pour développer l'adresse des mains, de la bouche, de la parole, du corps tout entier. Lorsqu'un enfant est adroit, habile de ses mains, acrobate, c'est-à-dire jouit en liberté et relaxation d'une bonne coordination de ses mouvements et d'un tonus maîtrisé, lorsqu'il parle déjà bien, il a plaisir à devenir propre tout seul, à faire comme font les adultes, c'est-à-dire aller au cabinet. J'en profite pour dire que les mères ne devraient jamais mettre le pot de chambre dans la cuisine, ni dans la chambre des enfants. Qu'il soit toujours dans le cabinet, excepté la nuit, et que, à moins qu'il fasse très froid, et pendant l'hiver seulement, l'enfant aille toujours faire ses besoins au cabinet, et jamais dans les pièces où l'on vit et où l'on mange.